dans notre pays. On ne peut pas l'admettre et moi je ne peux pas l'accepter. Monsieur le ministre, vous êtes en fonction depuis fin mai 2010, donc depuis 10 mois. Vos prédécesseurs ne se sont pas emparés du cas Mahorais avant vous. Aujourd'hui, vous le faites. Avec beaucoup de retard, je dirais, parce qu'il y a quelques jours, Mayotte est passé officiellement 101e département français. Ça ressemble plus à un baroud d'honneur qu'à un combat qu'il aurait peut-être fallu mener il y a un moment déjà. Je ne voudrais pas juger mes prédécesseurs. Il n'est pas du tout, et ce ne serait pas élégant de porter un jugement sur mes prédécesseurs. Je constate qu'effectivement, depuis 30 ans, l'État comorien a été défaillant. C'est un fait, je pense que nous partageons. Je ne veux pas insulter l'avenir. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour défendre l'intégrité d'un pays, quel que soit le statut qu'on peut doter Mayotte. Saint-Pierre et Miquelon était un département, ils ont évolué vers un autre statut. Donc rien n'est immuable, rien n'est définitif. Et ce d'autant que nous avons des bonnes raisons de penser qu'aujourd'hui, le droit international peut triompher. Parce que nous vivons dans un monde où on ne peut plus reculer. Dans un monde où les champions du respect du droit international ne peuvent pas mépriser ce même droit international. Et il est de notre devoir de continuer à défendre parce que rien n'est irréversible. Parce que même, vous le savez, le pays voisin qui est l'Algérie était un département français. Et il est devenu indépendant. Non, je ne veux pas insulter l'avenir. Je pense qu'aujourd'hui, on doit ramener sur la table de négociation la France et accepter une réalité. On ne peut pas, l'ambassadeur de France ne peut pas faire du grand bruit parce qu'il a donné 10 millions d'euros aux Comores dans une coopération bilatérale et à côté financer des expulsions des Comoriens chez eux à Mayotte à hauteur de 100 millions, soit 10 fois plus. Ça n'honore pas la France. Et en toile de fond, l'Europe, par le truchement de la France, investit 100 fois plus, soit 1 milliard dans une population qui est de 190 millions. Pensez-vous que la voix d'un ministre seul sera suffisante? Non, certainement que non. J'ai besoin de tout le monde, de la société civile. Je pense que ce combat de l'unité, de l'intégrité territoriale n'est pas un combat des politiques. C'est un combat qui doit unir tout le monde. Regardez, je regrette un peu le combat que je mène. Je remercie Dieu. Les journalistes m'ont soutenu. Les intellectuels comoriens m'ont soutenu parce que beaucoup qui étaient honnêtes, c'est vrai, ils disent comme toi qu'il est un peu tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce que je regrette, c'est qu'il y ait aussi une frange de la classe politique culottée, je l'avoue, qui ose faire des conférences de presse et prendre position pour défendre l'indéfendable. Je trouve ça sincèrement inadmissible. Mais je voudrais revenir sur les investissements réalisés par l'Europe à Mayotte. 1 milliard d'euros investis dans une population de 190 000 personnes, ça ne peut que déséquilibrer au-delà des Comores, mais toute la région. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Mais justement, pour revenir là-dessus, et on va terminer sur la question mahoraise, même s'il y a beaucoup à dire, on pourrait faire des émissions, des centaines d'émissions là-dessus, et on est d'accord sur le fait qu'effectivement, ce n'est pas un combat simplement politique, mais tout le monde doit être derrière. Votre feu père disait au moment où il y a eu le débat sur l'indépendance qu'il ne peut pas y avoir d'indépendance politique sans indépendance économique. Et aujourd'hui, on voit très bien que ce combat économique, que c'est l'économie qui fait qu'aujourd'hui, Mayotte est en dehors de son giron naturel. Vous avez amené notamment un combat parce qu'il y a des choses concrètes au-delà des paroles qu'on mène. Vous avez justement, demandé à ce qu'on n'expulse plus les Comoriens qui ne sont plus des clandestins à Mayotte, mais sont des Comoriens à part entière, que l'État comorien n'allait plus les accepter sur le territoire parce qu'ils sont là-bas chez eux. Ce combat-là, il a été salué, comme vous le dites, par les médias, par les journalistes, par les intellectuels. Et patatrac, quelques semaines après, l'ambassadeur de France à Moroni a déclaré qu'aujourd'hui, on ne va plus donner de visa aux politiques, en tout cas pour partir en France. Et ça a remis tout en cause. On a courbé les chines. Comment expliquez-vous justement qu'on ne peut pas mener avec un bras de fer de manière assez longue, longtemps ce combat-là, puisque c'était une véritable position de force que vous avez pu mener là, de dire on n'accepte plus les Comoriens. Et ça, la déception a été aussi grande. Je vais scinder en trois.
cette question. La première, c'est ce que disait le prince Saad Ibrahim. Je pense qu'il avait raison. Mais je ne voudrais pas non plus refaire l'histoire. L'histoire aidant, on doit composer avec. Avec les si, on referait le monde entier. Malheureusement, c'est un fait, on doit gérer la situation. Dans le fond de votre question, sur notamment les expulsions, je voudrais ne pas me prononcer, si vous m'autorisez, parce que quand le gouvernement comorien a signé ces accords, j'étais à l'étranger. Je ne suis pas encore rentré. Je souhaiterais d'abord m'entretenir avec le gouvernement, puis par la suite prendre position. Donc vous comprendrez parfaitement les raisons pour lesquelles je ne souhaiterais pas immédiatement me prononcer sur ces fameux accords. Ce que je dirais en revanche... Est-ce que vous pensez que vous avez reçu un coup de poignard dans le dos? Est-ce qu'il n'y a pas eu une concertation? Parce que là aussi, on a l'impression qu'il y a divergence entre le combat que vous menez ici, et on le salue tous, et que derrière, on apprend que justement, il y a eu... Est-ce que c'est le GTNH qui se met en place, le groupe technique de haut niveau, qui se remet en place? C'est quoi réellement derrière, ce qui se cache derrière? Je voudrais très sincèrement ne pas me prononcer sur la question. J'aurais aimé d'abord me concerter avec mes collègues, pour qui je respecte, et par la suite, bien entendu, je prendrai des positions et j'expliquerai ma position vis-à-vis de ce qui se passe. Ce qui est par contre, moi, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on se batte pour que justement ce qu'on a initié, on y aboutisse. Parce qu'on ne doit pas oublier qu'il y a 10 000 morts aujourd'hui comptabilisés. On ne peut pas humainement. S'il nous reste sincèrement un peu d'humanité en nous, on doit refuser que cela continue à se produire. Et il y va, je pense, de la crédibilité même du politique comorien. Mais on continuera le combat. Je voudrais d'abord voir mes collègues comprendre ce qui s'est passé, puis après, j'aurai l'occasion de me prononcer. En revanche, je voudrais dire une chose. Très sincèrement, je trouve inadmissible, choquant à la limite. J'ai pas de mots dur pour qualifier ce chantage que Paris et son ambassadeur ont fait au peuple comorien. Je trouve ça sincèrement inadmissible. Comment aujourd'hui un petit peuple comme les Comores, un petit pays, pardonnez-moi, comme les Comores, Paris puisse faire ce chantage de ne pas délivrer de visa. C'est inadmissible. En Côte d'Ivoire, on tire sur les voitures diplomatiques de la France. Il y a des Français qui ont été assassinés dans le passé, des militaires qui ont été bombardés. Et on n'a jamais empêché, on n'a jamais dit qu'on pénalise le peuple ivoirien, qu'on ne va pas donner de visa au peuple ivoirien. Et on le comprend, le peuple ivoirien n'est pas responsable de ce qui se passe. J'aurais pu comprendre que l'on pénalise les officiels comoriens parce que nous avons pris une position qui déplaise. Pourquoi notre position déplaît à Paris? Parce que c'est pour la politique intérieure de la France. Ils font du chiffre derrière les Comores. Et encore une fois, c'est choquant. Il n'est pas normal que les expulsés de France et de Navarre, 80% parmi eux soient des Comoriens. C'est pas normal, c'est sincèrement pas normal. Mais nous sommes le maillon faible, effectivement. On a peut-être déstabilisé les Comores, on a fait des Comores un pays extrêmement vulnérable pour justement utiliser ce pauvre pays pour faire du chiffre dans la question de la politique intérieure. Et pensez-vous que je terminerai ceci en disant que il est inadmissible que Paris fasse du chantage au gouvernement comorien, au peuple comorien. Le peuple comorien, quelle faute ils ont commise, sincèrement, pour qu'on les en empêche d'avoir un visa pour aller en métropole. Ça, c'est aux politiques, notamment, de pouvoir répondre à ces questions-là. Ce qui est encore très grave, c'est qu'on pénalise les Comoriens, qu'on empêche les Comoriens de venir à Paris, à la limite, mais qu'on les empêche d'aller à Varsovie ou Bruxelles. J'aimerais que l'Europe, sincèrement, se prononce sur la question. Il est inadmissible. On ne peut pas faire chanter tout un peuple, toute une nation, tout un pays, tout un gouvernement par le truchement de cet instrument extraordinaire qui est le visa. Le temps presse. Sincèrement, ça ne valorise pas la France, en tout cas de l'idée de la grandeur que nous autres on se fait de la France. Et ce n'est pas de cette France-là que nous aimons. On aurait aimé voir l'autre France, généreuse, respectueuse du droit, et cette France capable aussi de comprendre certains enjeux et comprendre également les intérêts des autres peuples. C'est de cette France-là que nous appelons vivement qu'elle exerce à nouveau le pouvoir en France, mais pas de cette France-là. Un dernier mot sur Mayotte, parce qu'on a déjà dépassé le quota sur ce point-là. Le projet de Sambi, c'était une île, deux administrations. Vous étiez d'accord sur ce projet-là?
Bien entendu, je pense que ça aurait été, en tout cas, c'est une des propositions de sortie de crise que le président Sambi a faites aux Nations Unies. Nous avons lancé cette idée, le président a lancé, nous avons tenté, moi-même, j'ai eu à discuter avec Kouchner quand il était ministre des Affaires étrangères, après les Nations Unies, après surtout le discours du président Sambi. Malheureusement, il n'y a pas eu de retour. Je pense que il n'y a pas des dispositions sérieuses parce que peut-être que l'électorat de Mayotte est beaucoup plus en compte dans les enjeux de politique intérieure de la France. Ils oublient aussi qu'il y a 300 000 Comoriens, ou voire même 400 000 Comoriens, qui eux peuvent aussi se positionner par rapport à cette question. Sur les relations justement en France, peut-être y aller dedans aujourd'hui avec les relations en France, ça enduit j'aimerais revenir un tout petit instant sur Mayotte et sur cette double administration. Pensez-vous vraiment que ça aurait été possible d'avoir une administration française ou comorienne sur Mayotte avec toutes les différences culturelles et historiques qu'il y a entre la France et les Comores en général? Vous savez, paradoxalement, ce décalage, il est davantage dans l'administration française à Mayotte aujourd'hui. Le Figaro, qu'est-ce qu'il nous a dit dans un article paru il y a quelques semaines? 10% de la population mahoraise parle le français. 10%. Alors l'administration comorienne serait beaucoup plus proche des Mahorais que l'administration française à Mayotte. Je pense qu'on aurait pu trouver, pour moi j'appelle un modus vivendi. Et là c'était une piste que le président Sambi a donnée. Il était tout à fait envisageable d'imaginer cette double administration qui permettrait à très long terme une intégration de Mayotte tout en permettant aussi un épanouissement du peuple comorien dans son ensemble avec les atouts de Mayotte, puisqu'il n'est pas question aujourd'hui de mettre en cause les acquis de Mayotte, mais au contraire, voir comment ensemble on pouvait redynamiser, faire profiter aussi l'ensemble de la population pour un avenir meilleur et aussi parce que cet accord-là, à mon avis, grandirait davantage cette France que nous aimons, cette France de ces valeurs que nous aimons. Il n'est pas question, nous ne sommes pas des anti-français, n'en déplaise à l'ambassadeur de France qui aime accuser tous ceux qui défendent les Comores d'être anti-français. Nous ne sommes pas anti-français, nous aimons la France. Nous tentons même de parler correctement le français. C'est la preuve que nous aimons cette France. Mais cette France aussi capable de comprendre qu'il y a des peuples qu'il faille aussi respecter et surtout des intérêts qu'il faut que la France aussi accepte de respecter. Mais j'y vais. Mais pour faire la transition, on est en retard. Il n'a jamais été question de mettre en cause les intérêts